Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. Voici les titres de ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, le lancement officiel hier de la téléconsultation en cancérologie. La cérémonie s'est déroulée au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara dans la commune de Cocody en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka Awele. Toujours en Côte d'Ivoire, le monde agricole, notamment la filière café-cacao, fortement impactée par le coronavirus. Conséquences, manque à gagner et baisse des activités des agriculteurs. Dans ce journal, nous allons voir comment ces derniers surmontent la crise. Enfin, le Togo a désormais une femme Premier ministre. Victoire Tomega Dogbe a été nommée par le président de la République, Faure Gnassingbé. C'est une avancée majeure dans la prise en charge et la lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka Awele, a lancé officiellement hier la téléconsultation en cancérologie. Objectif, assurer le suivi médical des personnes touchées par le cancer, malgré les contraintes liées au coronavirus. La cérémonie de lancement s'est déroulée au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara dans la commune de Cocody. Le point, Jean Djadji. La téléconsultation en cancérologie est effective au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara Senrao. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Awele, l'a lancé officiellement dans l'édit établissement. Cette innovation est une consultation à distance des patients du cancer à l'aide des outils numériques et vise à leur assurer un suivi médical dans le respect des mesures barrières contre la Covid-19. On demande à la personne qui souhaite faire une téléconsultation en cancérologie d'aller sur Internet, par exemple sur Google, et elle tape www.cnrao.uvci.edu.ci. Elle arrive sur la plateforme de la téléconsultation. Plus de 50% des consultations en cancérologie, c'est pour présenter des résultats ou faire des surveillances. Donc des personnes qui vont se déplacer 3 fois dans le mois, 3 fois tous les 2 mois pour venir à l'hôpital, vous voyez que c'est plus confortable pour elles. La téléconsultation en cancérologie est une réponse du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique au risque d'infection liée à la pandémie de la Covid-19 chez les personnes ayant des maladies chroniques. Le service de santé en Côte d'Ivoire s'ensuit la bonne voie. Avec cette téléconsultation en cancérologie, c'est une avancée notable. Tout à l'heure, nous avons eu à communiquer avec un malade d'ici qui se trouve au Burkina Faso, qui se porte très bien. Nous avons également, toujours en téléconsultation, nous avons également pu échanger également avec un autre qui est en Côte d'Ivoire. Tout ça fait partie de l'évolution favorable du secteur de la santé. Une convention est signée entre le CNRAO et l'Université virtuelle du Côte d'Ivoire pour améliorer la prise en charge des patients et sécuriser les informations médicales de la plateforme. Le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie, CNRAO, a été inauguré le 18 décembre 2017 par le chef de l'État et ouvert au public depuis le 25 janvier 2018. Toujours au chapitre santé, la célébration hier de la 14e journée mondiale de lutte contre la rage. La Côte d'Ivoire, de son côté, met tout en œuvre pour améliorer l'accès aux vaccins pour les animaux domestiques, notamment les chiens et chats. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Moussa Dosso, a ainsi offert plus de 3000 doses de vaccins. C'était hier lors d'une cérémonie dans la commune d'Adjamé. Walter Amadou. Cette 14e journée mondiale de la lutte contre la rage est célébrée dans la commune d'Adjamé. Elle est mise à profit pour faire passer des messages. Chaque année, l'infection tue des dizaines de milliers de personnes, principalement en Asie et malheureusement en Afrique. Et les enfants de moins de 15 ans représentent 40% des personnes mordues par un animal pour lequel il existe une suspicion de rage. Cette maladie ne connaît aucune frontière. Dans le slogan de cette année, nous avons « Vaccinons ». Vaccinons pour souligner à grands traits l'avancée majeure que le monde a enregistrée. Pour l'année 2020 en cours, 7 décès ont été enregistrés dans 6 districts sanitaires du pays. C'est pour faciliter le processus de l'élimination de la rage
fixé à l'horizon 2030 que la rage a été classée parmi les 5 maladies infectieuses des animaux vertébrés, maladies transmissibles à l'être humain dénommées zoonoses. L'atteinte de cet objectif passe par la grande implication des acteurs de la lutte et par la sensibilisation des populations. Vacciner son chien ne coûte que 1000 francs CFA. Et si vous ne le faites pas et que par mégarde, le chien mord un enfant, eh bien c'est 40 fois plus que vous devrez débourser pour soigner l'enfant. C'est-à-dire, c'est 1000 francs le vaccin et c'est 40 000 francs qu'il faut que vous déboursez pour pouvoir soigner cet enfant. La cérémonie de ce jour marque le point de départ de la campagne nationale de vaccination contre la rage pour l'année 2020. Et à cet effet, j'offre 3000 doses de vaccins gratuits pour la vaccination des animaux sensibles que sont les chiens, les chats, les mammouths, les singes, etc. dans la commune d'Adjamé. En Côte d'Ivoire, sur plus de 1 500 000, moins de 10% de la population canine peut être considérée comme correctement vaccinée. Pour inciter les propriétaires à faire immuniser leurs animaux contre la rage, le ministre Moussa Dosso a vacciné un chien et distingué des personnes qui suivent de près la santé de leurs carnivores domestiques. Autre maladie à éradiquer en Côte d'Ivoire, le sida. Des véhicules tout-terrain ont été offerts récemment aux membres du réseau des professionnels des médias, des arts, des sports pour la lutte contre le sida. Des voitures ont été également offertes au réseau des organisations de population clés de Côte d'Ivoire. Objectif, favoriser leur mobilité. C'est un don de l'organisation non gouvernementale Alliance Côte d'Ivoire. Le point dans ce reportage de Salima Toudia. 2 véhicules de type 4x4 remis au réseau des professionnels des médias, des arts, des sports pour la lutte contre le sida et autopandémie en Côte d'Ivoire, REPMACI, et au réseau des organisations de population clés de Côte d'Ivoire, ROPSI. Un don de l'ONG Alliance Côte d'Ivoire en vue de soutenir la plateforme des réseaux et fêtières engagés dans les actions de lutte dans le domaine de la santé. Dans le mécanisme, n'est-ce pas, de coordination de la lutte, les réseaux et les fêtières jouent un rôle clé. C'est vrai que dans les interventions plus proches des populations, on a les ONG, mais dans la chaîne, en termes de coordination, de suivi et évaluation des activités, les réseaux ont une place fondamentale. Et nous avons noté que ces outils-là, ils n'avaient pas ces outils pour rendre leurs activités plus performantes. Nous avons donc fait un plaidoyer avec l'appui du CCM donc national. Nous avons fait un plaidoyer auprès du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui a accepté effectivement que nous puissions remettre ces véhicules-là à ces réseaux et fêtières pour accroître leurs interventions sur le terrain, les rendre plus dynamiques. Pour les bénéficiaires, c'est un geste qui aura de positives répercussions sur les objectifs à atteindre. C'est un jour de joie pour nous en tant que communautaires. Donc, nous sommes engagés dans les questions liées à la santé. Donc, nous avons besoin, pour être plus efficaces, de moyens pour nous déplacer, pour aller voir nos organisations membres qui sont réparties sur toute l'étendue du territoire national. Donc, c'est un appui très important que nous saluons de la part de notre partenaire. Et donc, nous saurons vraiment en faire bon usage pour pouvoir atteindre nos objectifs. C'est cela aussi le plus important, faire le suivi de tout ce que nous faisons sur le terrain. Ces 2 véhicules s'ajoutent aux 7 autres déjà remis par Alliance qui a pour objectif de soutenir l'action communautaire en matière de santé. Le coronavirus circule toujours, alors pour en finir avec cette pandémie, respectons les gestes barrières. La Côte d'Ivoire, toujours active dans la lutte contre le coronavirus. 12 nouveaux cas de maladie ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le bilan ivoirien fait actuellement état de 19 641 cas confirmés de coronavirus, dont 19 202 personnes guéries et 120 décès.
La crise du coronavirus impacte fortement les populations pauvres vivant dans les quartiers précaires du district autonome d'Abidjan. Ainsi, pour venir en aide à ces ménages défavorisés, une opération de don de vivres et de non-vivres est actuellement organisée par le district. Lanciné Bakayoko. Dans les quartiers défavorisés d'Abidjan, la Covid-19 n'a pas inventé la précarité, mais elle a grandement contribué à augmenter les galères. Des galères que le district tente d'apaiser à travers une chaîne de solidarité mise en place pour réduire les impacts du virus à Abidjan. Les dons sont essentiellement composés de vivres, de matériel hygiénique et de protection. C'est l'expression de la solidarité. Le ministre-gouverneur s'est inscrit dans le prolongement de l'action gouvernementale en apportant tout son appui dans le cadre de la lutte commune contre la propagation de la Covid-19 dans notre pays. Au niveau des 40 quartiers précaires concernés, le district espère toucher au moins 4000 personnes nécessiteuses. Il suffit d'un geste de générosité comme cette livraison de colis alimentaires initiée par le district d'Abidjan pour que les populations reprennent goût à la vie. Dans les quartiers précaires, d'autres même pour manger une fois par jour, c'est difficile. Il faut de temps en temps s'adosser à des gens qui demandent par-ci par-là pour en trouver. Aujourd'hui, nous recevons des vivres. Vraiment, c'est une grande joie pour nous parce que ça permettra à d'autres familles que je connais vraiment de rire et de sourire. En dehors de ces problèmes familiaux classiques, les quartiers précaires d'Abidjan font face à des difficultés d'accès aux commodités, telles l'assainissement, l'électricité de qualité ou encore la santé. Le coronavirus a également des conséquences négatives sur le monde agricole ivoirien, notamment la filière café-cacao. Entre surcoût d'investissement, manque à gagner et baisse de leurs activités, les agriculteurs tentent avec difficulté de surmonter la crise. Jean-Louis Gbangbo les a rencontrés. Rituel de lavage des mains pour Astafani Doumbia avant de pénétrer dans son entrepôt de cacao. Présidente de la coopérative ECAM à Méagui, elle est l'une des rares femmes à assumer cette fonction dans le microcosme du cacao ivoirien. Mais comme l'ensemble des acteurs économiques, elle a dû s'adapter au contexte sanitaire marqué par la pandémie du coronavirus. C'est un kit qui est composé comme ça. C'est un kit qui est composé ici de seaux avec des gels. Sa coopérative a investi près de 19 millions de francs CFA pour l'achat de kits de protection contre le coronavirus, un virus qui a également lourdement affecté le quotidien des producteurs de cacao. Vraiment, on a souffert un peu parce qu'il ne fallait pas réunir plus de 50 personnes. Donc, du coup, les producteurs qui se réunissaient pour aller faire du capossage, pour aller faire du travail de groupe, ça, c'était interdit. Donc, on avait des champs qui étaient pratiquement abandonnés. Si la gestion de la crise sanitaire a occasionné d'importantes sorties d'argent, la coopérative d'Astafani a fort heureusement peu souffert au niveau de la commercialisation. Si le mois de mars déjà, c'est la fin de la la grande campagne, donc la petite campagne avait commencé un peu. Donc le volume qui devait sortir au niveau de nos champs était un peu réduit. Et puis avec le gouvernement qui a pris la résolution de faire circuler les marchandises, donc on n'a pas eu de problème effectivement. La coopérative a produit 6700 tonnes de cacao lors de la dernière campagne grâce à ses 2300 planteurs à Méagui. Un autre poids lourd de la production cacaoyère dans la région, la coopérative ECAMOM. On peut estimer ce volume-là combien? Bon, le volume, ça me fait 30 tonnes, oui. 545 kilos. 35 tonnes même. Tu penses que quand on pourra charger ça? Cette coopérative dispose d'un agrément d'exportateur, un statut dont elle a très peu profité cette année à cause de la pandémie. Elle a, au contraire, consenti d'importants investissements pour juguler les effets de cette crise sur les producteurs. Avec l'État de Côte d'Ivoire et les sensibilisations, le relais a été pris par la coopérative. Donc, elle a payé tout ce qui est comme les mesures, d'abord la sensibilisation, avec les mesures barrières. Dans nos différentes sections, on a investi près de 25 millions de francs en payant des kits de lavage des mains, des cache-nez, et tout ce qui est comme gel hydroalcoolique pour partager et passer dans les différentes sections. Et nous avons porté le message du gouvernement pour limiter effectivement les effets néfastes de cette maladie-là sur la vie de nos producteurs.
À l'orée de la nouvelle campagne cacao hier, le souhait de cette coopérative est de faire mieux que les 15 000 tonnes produites en 2019 et d'exporter la totalité de cette production. Pour cela, il faut renouer avec les partenaires étrangers confrontés eux aussi à la pandémie. Ces partenaires qui ont fait faux bond à cette haute coopérative de Soubré. Ils ont arrêté brusquement notre quota comme ça, on n'a rien compris. Ils disent que Corona les menace là-bas. Donc c'est l'information seulement qu'on a eue. Donc on n'a pas pu livrer la totalité de notre quota. C'est ça qui nous a beaucoup fatigués. Près de 400 tonnes, qui équivaut à 24 millions de manque à gagner pour la coopérative et les producteurs. C'est surtout ça qui nous a beaucoup fatigués. Mais ici, on fait contre mauvaise fortune bon cœur. Le coronavirus a changé les habitudes. Ça a permis que tout le monde devienne propre. Chacun lave sa main à tout moment. Donc les petites maladies, on n'a pas vu ça en période de Covid-19. Des efforts consentis par l'ensemble des acteurs du cacao ivoirien et notamment par le Conseil Café Cacao. L'organe de régulation a fait depuis le début de la pandémie une contribution financière de près de 100 millions de francs CFA au profit des producteurs, mais également du ministère de la Santé en vue de réduire les impacts de cette maladie sur la filière cacaoyère. Toujours en Côte d'Ivoire, un protocole d'accord signé il y a quelques jours entre l'entreprise Camtar, première plateforme de logistique en Afrique de l'Ouest, et l'Organisation mondiale consacrée à l'amélioration de la santé des personnes. Cet accord s'inscrit dans le cadre du service Vidange Plus, mis en place pour vulgariser l'accès à un assainissement de base et une gestion sécurisée des boues de vidange. Patricia Etia. Le service Vidange Plus a été mis en place par 2 structures. Le but est de vulgariser l'accès à un assainissement de base et une gestion sécurisée des boues de vidange. Pour le responsable du projet, il faut changer les mentalités afin de ne plus avoir recours à la vidange traditionnelle. On sait tous les maux qui sortent des problématiques de vidange, toutes les maladies qui découlent des fosses septiques mal vidangées. C'est pour cela qu'on s'est associé avec notre partenaire PSI dans le but de pouvoir mettre des professionnels qui travaillent au quotidien pour pouvoir vidanger de façon efficace, sûre et saine les vidanges des quartiers vulnérables. Parce que justement, on a constaté qu'il y a un certain nombre de décès assez importants par an, donc 500 000 décès liés au curage mal effectué, au vidange mal effectué des fosses septiques. Donc nous, on s'est inscrit dans ce projet-là parce que pour nous, ce projet a un fort impact social et environnemental. Un protocole d'accord a donc été signé en vue de vulgariser l'accès à un assainissement de base et une gestion sécurisée des boues de vidange à toute couche de la population. La vidange d'une fosse septique doit donc être programmée au moins tous les 4 ans. Pour savoir s'il est temps d'entreprendre cette opération, il faut vérifier le volume de boue. L'intervention du professionnel est incontournable lorsque cette dernière occupe 50% ou plus de la fosse. Si la boue dépasse ce volume, des odeurs très désagréables risquent de faire leur apparition. Un tout autre sujet à présent, comment mettre fin à l'école buissonnière en Côte d'Ivoire? Le fondateur d'un établissement scolaire situé dans la commune de Koumassi propose un logiciel pour le suivi des apprenants. Découvrons-le avec Patricia Etia. Le logiciel suivi scolaire est composé d'un terminal et de bracelets électroniques. Un système qui permet d'assurer la sécurité des élèves et de lutter contre l'absentéisme. Le concept est simple. Automatiquement, le système va vérifier que tous les élèves sont bel et bien présents. Et si l'un d'entre eux ne l'est pas, le logiciel se charge lui-même d'envoyer un mail ou un texto aux parents. Une technique pour venir à bout des élèves allergiques aux bancs de classe. Chaque enfant est équipé ici de ce qu'on appelle un bracelet électronique. C'est un bracelet standard, seulement il y a une puce à l'intérieur. Une puce comme les puces qui sont dans les portables et autres. Et à l'entrée de l'école, il y a un dispositif de lecteur. En fait. Alors, dès que l'enfant, l'élève rentre, franchit le seuil de l'école, il badge. Alors, à l'instant T où il badge, le père reçoit un message qui lui indique que son enfant est bel et bien dans la scène de l'établissement. Le bracelet permet d'enregistrer l'heure d'arrivée et de sortie de l'école. Sur cet écran s'affichent les références des élèves. Si un enfant n'a pas normalement accès à l'école,
le tourniquet ne lui permettra pas de passer. Mais dans cet établissement d'environ 2500 élèves, il n'y a pas que ces derniers qui sont surveillés. Les professeurs également se font enregistrer par un terminal. La lutte contre l'absentéisme est une obligation absolue tant pour les éducateurs que pour les parents. Il arrive à un moment quand l'enfant te dit qu'il vient à l'école. Et bon, du coup, toi, tu es à la maison, tu te dis que bon, ton enfant à l'école. Et automatiquement, quand l'enfant n'est pas au cours, le professeur en question t'envoie un message pour te dire que ton enfant n'est pas au cours ce matin. Ça nous permet, en tant que parents d'élèves, de suivre à distance les mouvements des enfants. En effet, dans les classes les plus dociles, le moment de l'appel durerait en moyenne 2 minutes, soit 28 heures au total, 1 semaine et demie de cours sur l'ensemble de l'année scolaire. Mais avec cette application installée sur le smartphone, le professeur repère automatiquement la présence de chaque élève. Une liste de présence est alors générée automatiquement et transmise à la vie scolaire de l'établissement. Lorsque nous faisons les appels avec les cahiers, les parents sont obligés de se rendre à l'école pour voir si l'enfant est là ou pas. Or, avec l'appel numérique, les parents sont à la maison, ils savent déjà ce qui se passe à la maison. Ils sont à la maison, mais ils suivent de près les enfants aussi. Parce que tout ce que nous faisons ici, ils reçoivent tout sur leur téléphone. Ça nous facilite parce que ça nous permet d'aller rapidement, au lieu d'aller signer dans les cahiers de notes, d'aller rapidement et puis ensuite de connaître aussi les élèves. Fini donc les joies de l'école buissonnière. Je pense que l'appel numérique, c'est bon pour toutes les écoles. Et puis, Sainte-Thérèse a choisi ça. Là, quand un élève est absent, son parent sait qu'il n'est pas venu en classe. L'appel numérique me permet d'être toujours présente à l'école. L'absentéisme est le premier marqueur du décrochage scolaire. C'est dans beaucoup de cas le début de la petite délinquance due à des influences subies en dehors du milieu scolaire ou tout simplement le fruit de l'oisiveté. Il n'existe pas de statistiques par type d'établissement, mais les conséquences sont un enchaînement qui tire l'élève dans une spirale descendante et l'expose à de nombreux risques, tant sur le plan de sa scolarité que de sa situation extrascolaire. Eux ne manquent pas l'école et suivent de façon assidue les cours. Les écoliers et élèves qui ont eu de bons résultats à l'entrée en 6e, au brevet d'études du premier cycle et au baccalauréat 2020 ont été récompensés récemment. La cérémonie s'est déroulée à Grand Bassam, dans la région sud du pays. Issa Yeo. Encourager et récompenser les meilleurs élèves de Grand Bassam. La mairie de la ville historique, patrimoine mondial de l'UNESCO, en a fait son credo depuis l'année dernière. Malgré la crise du coronavirus, les 3 meilleurs élèves de chaque examen ont été récompensés. Nous vous remercions d'avoir initié cette cérémonie qui récompense les meilleurs élèves de notre commune. Merci d'avoir reconnu notre mérite et de nous avoir permis de vivre ces moments inoubliables. Pour les personnalités, l'excellence doit être une vertu partagée par les élèves. Elle exhorte les élèves à travailler davantage afin d'être des modèles pour intégrer la vie active. Entretenir l'excellence, c'est la moindre des choses. C'était tout à fait normal et naturel que nous venions aujourd'hui supporter la commune de Grand Bassam dans cette cérémonie qui permet d'accompagner ces jeunes et de les encourager afin que demain, ils puissent devenir les talents de notre pays. L'ambition est d'enraciner de manière durable dans la société bassamoise cette culture de l'excellence. C'est une culture de l'excellence que nous soutenons, que nous promouvons chaque année en mettant à disposition donc, des bourses d'études pour les meilleurs aux différents examens, le baccalauréat, le BEPC, l'entrée en 6e. Pour rappel, lors de la première édition, les meilleurs élèves de chaque promotion du primaire et secondaire ont été distingués. Cette année, du fait de la pandémie à Covid-19, seuls les 3 premiers de chaque examen ont été récompensés. Direction à présent au Dienné, dans la région nord-ouest du pays. Les acteurs de la filière bétail et viande ont organisé récemment une réunion de concertation. Objectif, trouver des solutions aux problèmes rencontrés dans le secteur, notamment les vols de troupeaux et les abattoirs clandestins. Pour en parler, Kader Sogodogo de RTI Bouaké. La filière bétail en Côte d'Ivoire est minée depuis plusieurs décennies par 2 mots. Le vol de bétail et les abattages clandestins. C'est le résultat de la mésentente qui règne entre les acteurs dans les zones de production. Le désordre qui s'est installé n'a que trop duré. Le responsable de la Confédération des fédérations de bétail et viande de l'UEMOA
prend son bâton de pèlerin. Il faut agir au plus vite. Notre présence ici, c'est pour aider la population à se mieux organiser et combattre le vol de baies et surtout l'abattage clandestin. Parce que ce n'est pas normal dans un pays de droit que des trucs comme ça se passe. C'est ça qui nous a motivés de venir seulement installer le coordonnateur comme ce qu'on avait fait dans le passé à Kakioula. Et d'ici, on va faire pour Tengrela et puis Korogo. Asseoir la paix et installer des coordonnateurs régionaux pour une relance des activités. Tous les acteurs désérénés, on n'a qu'à se donner la main et pour travailler. Et c'est quand on est ensemble, c'est quand on s'assoit, on parle, on s'explique qu'on peut se comprendre et puis évoluer ensemble. Dans le district du Denguélé, c'est Lansine Diarasuba qui aura la lourde tâche de diriger la filière. Il a reçu les conseils d'usage de son président, Isiaka Sawadogo, et ceux du préfet Goune François Germain. Voilà, retour dans le district d'Abidjan avec cette rencontre organisée dans la commune de Cocody par le bureau de la Cour pénale internationale en Côte d'Ivoire. Quel bilan, quelle action menée? On en sait plus dans ce reportage de Astou Touré. Le bureau de la Cour pénale internationale en Côte d'Ivoire fait le point des actions menées par cette institution après 18 ans d'existence en Côte d'Ivoire. Accompagnement judiciaire des victimes et de la société civile, introduction de l'école pénale, émission de mandat d'arrêt, procès en cours, autant de sujets débattus au cours de cette rencontre d'information et de sensibilisation. Au niveau des actions menées depuis 18 ans de fonctionnement, nous avons beaucoup d'actions. Notamment, il s'agit des examens préliminaires dans beaucoup de pays dans le monde, aussi bien dans les pays africains, européens, asiatiques qu'américains. Maintenant, il y a les enquêtes également qui ont été menées, qui ont abouti à des procès ou pas de procès. Nous avons également beaucoup d'États en Afrique et même en Europe, comme la Géorgie, nous avons les Philippines, etc. Maintenant, quant aux procès, il y a des procès qui ont lieu et qui ont eu lieu également. Au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, le travail de sensibilisation, comme aujourd'hui, qui s'est fait de façon permanente par les bureaux locaux de la CPI, le travail d'information, de formation également qui s'est fait. Au niveau de la Côte d'Ivoire, comme action également, ce sont les mandats d'arrêt qui ont été émis contre 3 ressortissants ivoiriens. Des actions, oui, mais des défis tels que le refus de l'institution par certains pays, l'impartialité de sa mission, des victimes en soif de justice, autant de défis que la Cour pénale internationale devra relever. La CPI n'a pas d'armée, n'a pas de police. Donc elle est obligée de se baser sur la coopération avec les États pour pouvoir arrêter, pour qu'on puisse arrêter des présumés coupables. Donc ça c'est également une faiblesse qui est également reconnue au niveau de la CPI. Maintenant le fait que jusqu'à aujourd'hui, une grande partie des procès qui ont lieu sont des ressortissants africains. Donc également c'est ce qui a créé le tollé entre l'Union africaine et la CPI à un moment donné, où l'Union africaine avait demandé à ce que l'État africain se retire. Des panels suivis d'échanges ont permis de comprendre le fonctionnement de cette institution qui existe en Côte d'Ivoire depuis 2003. Regard croisé dans la mise en œuvre du statut de Rome, défis et perspectives pour la promotion de la justice pénale internationale et la prévention des atrocités. Voilà le thème de cette rencontre. Hors de chez nous, une première au Togo depuis l'indépendance. Une femme est à la tête du gouvernement. Victoire Tomega Dogbe, 60 ans et mère de 3 enfants, a été nommée Premier ministre par le président togolais Faure Gnassingbé. Victoire Tomega Dogbe est diplômée en économie et marketing. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.